Plan de chaise? Non, pas un plan? Non, non, non. Ah. Allez, donnez-moi votre sac. South when I said that I would call you, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Tell me how you doing. I didn't want to, that I would call you, squeeze you a little bit of love. I didn't want to. Anyway, and in the light of day, I didn't know this. Voilà, alterner hommes-femmes quand même. On ne se met pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Dites-nous comment on va se mettre. Et puis, non, alternons européens, africains et hommes-femmes. Maintenant, débrouillez-vous. C'est compliqué là. Mettez-vous là. Non, mais on ne met pas tous les européens les africains de l'autre. Par contre, ce que je souhaiterais, avoir à ma gauche. Avoir une femme et une femme à votre tour. Jamais de notes, je suis toujours en live. Ah oui, alors. Vous avez des micros ici. Oui, je vais voir s'il faut commencer ou pas. Est-ce que vous voulez des micros? Pour parler, oui. Ah bah oui, ça va, peut-être. Allô, allô. Un, deux. Un, deux. T'as fait, toi. Oui, mais j'en avais dit. Vous en avez deux? Quel succès. Vous en avez là-bas? Vous en avez un? Non mais je ferai pas, je vais pas dire monsieur Intel a dit que, madame Chose a dit que, sinon je refais la table ronde, ça ne présente pas vraiment d'intérêt. Bonjour à tous. Merci d'être présents dans cette heure qui est d'habitude l'heure du goûter. Donc, vous êtes très courageux. Je vous remercie. Je suis Étienne Giros, je suis le président délégué du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique, qui réunit les principales ou la quasi-totalité d'ailleurs des entreprises françaises qui sont investies en Afrique et qui y travaillent. Donc vous avez ici quelqu'un qui représente le secteur privé, mais pas uniquement privé d'ailleurs, et les entreprises en Afrique.
Alors nous allons, avec le panel qui est sous vos yeux, parler d'un sujet qui est absolument clé pour l'avenir de l'Afrique et dans les débats qui nous animent aujourd'hui, qui est celui de la formation. On pourrait se demander pourquoi, alors que ce forum aujourd'hui est un forum tourné vers l'entreprise, les échanges, le networking, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Car certains pourraient dire, mais au fond, ça ne regarde pas l'entreprise, c'est un sujet qui concerne les États, c'est dans leur responsabilité régalienne, et nous, c'est la finance, c'est les investissements, c'est la formation intérieure ou à l'intérieur des entreprises, mais ce n'est pas le problème éducatif des pays. Alors pourquoi parle-t-on de ça? D'abord, je le répète, parce que c'est un sujet totalement clé dans double sens. Le premier, vous connaissez les chiffres, donc je vais être très rapide, c'est le défi démographique de l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 12 millions de jeunes Africains tous les ans qui arrivent sur le marché du travail. S'ils ne sont pas formés, ce n'est pas la peine de vous expliquer, vous démontrer pendant longtemps qu'il va y avoir un vrai problème et social et politique, voire même de sécurité dans ces pays-là. Donc il y a un défi très sérieux dès aujourd'hui. Mais ce défi, il va encore augmenter puisque ces 12 millions d'aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail, de jeunes par an, vont passer probablement à partir de l'année 2030 à 20 millions par an. Donc nous allons sur un trend de 20 millions de jeunes qui arrivent par an sur le marché du travail. Donc ça, c'est un premier défi, et on ne peut pas dire, nous autres, entreprises, ça n'est pas notre problème, l'État a qu'à les former. Le deuxième défi, et la raison pour laquelle aussi ce sujet a été mis comme un sujet essentiel à l'ordre du jour de ce forum, c'est la question de l'entrepreneuriat, de la classe moyenne et de la création d'un réseau d'entreprises africaines. On sait que la croissance africaine a beaucoup de caractéristiques. D'abord, elle est élevée depuis une quinzaine d'années, même s'il y a un petit affaiblissement en ce moment, mais elle est élevée. Mais elle a deux autres caractéristiques, comme vous le savez. Elle est assez injustement répartie dans la population. Et deuxièmement, elle est peu créatrice d'emplois. Pourquoi? Parce que les économies africaines, en tout cas dans certains pays, sont encore largement des économies de rente, qui fondent leur développement et leur croissance, soit sur le commerce, soit surtout sur les matières premières. Et on sait bien que si la révolution industrielle doit avoir lieu dans ce continent, ce que nous souhaitons tous, il va falloir qu'un tissu d'entreprises essentiellement africaines, pas uniquement, mais essentiellement africaines, se crée, un tissu de PME, d'entreprises moyennes ou de grosses entreprises à capitaux africains qui emploient des Africains. Or, et j'en reviens à mon propos, si les Africains ne sont pas formés au management, au droit, aux relations humaines, etc., au pire, ils ne vont jamais créer une entreprise et ils vont essayer d'aller dans la fonction publique ou dans l'informel, ou au mieux, ils vont créer une entreprise et comme ils auront des manques de formation, ça risque de ne pas se passer bien au bout d'un an ou deux. C'est donc un enjeu totalement clé pour cette deuxième raison de parler de la formation. Alors, je mets tout de suite les choses au clair. Dans cette table ronde, nous parlerons de la formation professionnelle, pas uniquement la formation professionnelle délivrée par les entreprises ou par les instituts de formation professionnelle, mais la formation qui conduit à un emploi pour améliorer l'employabilité. Ou en d'autres termes, dit différemment, on ne va pas parler de la formation primaire. On part de l'hypothèse que tout le monde sait lire, compter et écrire, ce qui est d'ailleurs à peu près le cas. Et on part de là. Par contre, est-ce que les gens savent travailler, les jeunes? Est-ce qu'ils savent travailler? Est-ce qu'ils ont un métier? Est-ce qu'ils ont une compétence? Est-ce qu'ils peuvent être gains de productivité? J'ajoute d'ailleurs sur l'aspect crucial de ce sujet que je vous invite à vous projeter en arrière et à réfléchir à ce qui est arrivé en Asie depuis 1960-70. Une des grandes clés, il y a sûrement des gens beaucoup plus compétents que moi pour le dire, mais je crois quand même pouvoir dire qu'une des clés du décollage et de la réussite du développement asiatique, c'est la formation des personnes. Eh bien, l'Afrique doit prendre ce chemin. Donc, c'est un sujet absolument essentiel que nous allons aborder. Et au fond, toute table ronde à peu près réussie doit donner quelques axes. Donc, nous allons organiser notre table ronde autour de 3 axes. Le premier axe, c'est essayer de vous expliquer et de vous montrer en quoi il y a un problème en Afrique sur la question de la formation.
Vous n'êtes pas obligé de nous croire. Vous pourriez dire, mais il nous dit ça, il y a un problème, mais non, tout va très bien. Donc on va quand même vous apporter, et nos panélistes vont essayer de vous expliquer pourquoi il y a effectivement quand même une difficulté et quelle est sa nature de difficulté. Et puis le deuxième message qu'on doit vous faire passer, c'est un message d'optimisme. Tout n'est pas perdu, loin de là, au contraire, car il existe des solutions, il existe de l'inventivité, il existe des entreprises ou des personnes qui ont des idées et des expériences. Et on va vous raconter ça pour donner des pistes d'espoir et de développement rapide. Parce que, évidemment, tout ça, c'est aussi, vous l'avez deviné, une course contre la montre. Et puis le troisième axe qu'on voudrait vous développer, c'est quand même qu'il y a un défi technologique qui vient d'un autre défi, qui est celui de la massification. La population africaine, comme vous le savez, va doubler d'ici à peu près 30 à 32 ans ou 33 ans. Vous imaginez un peu la masse de jeunes qui vont arriver et qui est à former. On ne peut pas dire, eh bien, ça ne fait rien, la masse va doubler, on va construire davantage d'écoles, on va embaucher des centaines de milliers de professeurs, et on va reproduire un système qui est perfectible, dirons-nous. Il faut trouver d'autres techniques pour résoudre ce problème de la massification de l'enseignement. Il existe des techniques qui touchent au digital, à l'enseignement à distance, etc. Et on voudrait vous dire que l'Afrique, me semble-t-il, est mûre pour surmonter ce défi, comme elle a su le faire pour le téléphone. C'est un poncif de rappeler qu'elle est passée du téléphone, l'Afrique est passée du téléphone manuel filaire au téléphone portable en sautant une ou deux étapes technologiques. Eh bien, il faut que, à mon avis, ce serait quand même un beau défi, que l'Afrique soit le continent qui soit le premier continent le plus en avance dans le monde pour l'enseignement digital dans 10 ou 15 ans. Voilà, on peut rêver quand même. Donc je vous avais dit que je ne voulais pas que cette table ronde soit défaitiste ou négative. Alors, le déroulé de la table, ça va être simplement, chacun des panélistes va vous expliquer sa vision pendant 5 minutes à peu près, et je leur demande d'être assez gentils pour tenir ce timing. Et ensuite, il y aura un petit débat entre nous, et on passera pendant une trentaine de minutes la parole à la salle. Vous pouvez donc préparer vos questions si vous en avez. Et enfin, Dominique Brunin, qui est ici, et qui est le directeur, voilà, qui est derrière, à la table présidentielle, au pupitre présidentiel, qui est le directeur international de l'intelligence économique, et j'en passe, de la Chambre de commerce de Paris, tirera les conclusions et les grandes pistes et les grandes leçons de notre table ronde. Alors, je vous présenter rapidement les panélistes. Brahim Ben Abdeslem, qui est ici, qui a une double casquette. Il est chef d'entreprise puisqu'il dirige une business school en Algérie. Et deuxièmement, il est, je crois, vice-président du patronat algérien. Donc, il a l'œil de l'entreprise et aussi du patronat. Ensuite, Sylvie Loret, qui est DRH de Sogea Satom, qui est ici, travaux publics, grande employeuse de personnel et donc particulièrement concernée par ces questions de formation. Cécile Déret, qui est ici, qui est la DRH de CFAO. Vous savez que CFAO a des projets très importants dont elle nous parlera sans doute, qui consistent à créer des malls et des centres commerciaux qui sont très consommateurs d'emplois, et donc elle est elle aussi en première ligne sur la question de la formation. Je vous dirai quand même un petit mot, parce que je m'autorise, pardonnez-moi, c'est le privilège de l'animateur, à aussi vous expliquer quelque chose qui est un programme que le CIAN, dans les solutions, a lancé, qui s'appelle RH Excellence Afrique, qui cherche à rapprocher l'enseignement professionnel des entreprises. Ensuite, on passera la parole à Kofin Guessant, qui est ici, qui est le directeur général de l'INPHB, qui est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, la plus grande école de ce pays et qui vise l'excellence. Ensuite, Nicolas Péjou, qui est le directeur de l'Executive Education de Sciences Po, nous racontera sa vision, avant que Didier Akoueté, ici présent, qui est chef d'entreprise dans un cabinet de DRH et de conseil et qui est confronté tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs à ces questions et de massification et de formation, nous donnera sa vision, avant que Valérie Boudier, qui est là-bas, voilà, pardon, qui est la grande spécialiste ou une des plus grandes spécialistes françaises du e-learning, du digital dans ces questions-là, nous donne quelques petits éclairages parce que peut-être vous êtes très très fort sur ces questions-là, mais moi je serais très heureux d'en apprendre un peu plus. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec Brahim Ben Abdeslem. Alors, quelle est la vision d'un homme d'entreprise et d'un homme du patronat en Algérie sur ces questions de la formation professionnelle? Très bien. Merci tout d'abord, merci à les organisateurs de donner cette belle occasion de débattre d'une question que je considère comme fondamentale, cruciale pour le devenir
de nos entreprises africaines. C'est une question fondamentale que nous avons traitée d'ailleurs hier à l'occasion de la journée du MEDEF. Et au cours de cette journée, le maître mot était de dire que c'est l'entreprise qui crée de la richesse. C'est vrai, c'est l'entreprise qui crée de la richesse. Mais j'aimerais dire aussi que Jean Bodin, il y a 2 siècles, a dit il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc le véritable créateur de richesse, c'est l'homme. Et c'est l'homme, et qui dit l'homme, c'est dit compétence. Et c'est le sujet que je voulais éventuellement partager avec vous, compétence. Alors, je veux traiter la question comme pédagogue parce qu'avant tout, je suis enseignant avant d'être chef d'entreprise. Hein. Je vais la traiter en 3 questions, mais très rapidement, en tous les cas, ça sera dans les 5 minutes, ne vous inquiétez pas. La première, il faudrait quand même qu'on soit d'accord sur le concept. Lorsqu'on dit compétence, de quoi parle-t-on? Ça, c'est important. La deuxième, quelles sont aujourd'hui les compétences dont ont besoin les entreprises africaines pour faire face aux grandes mutations que connaît l'environnement de manière générale? La troisième, quelles sont les réponses qui sont aujourd'hui données par les entreprises? Et vous permettez que je prends comme exemple mon organisation patronale, le Forum algérien des chefs d'entreprise, qui essaye à travers une action en direction, j'allais dire, des acteurs de la formation en Algérie pour faire avancer cette question. Alors, compétences. On dit que quelqu'un est compétent tout simplement parce que lorsqu'on va le mettre devant une situation donnée, il arrive à trouver des solutions. Il arrive à trouver des solutions à des problèmes en utilisant un certain nombre d'outils, de procédés, de processus. S'il arrive à résoudre le problème, on dit qu'il est compétent tout simplement. Et donc, très souvent, la notion de compétence est liée au savoir-faire. Par compétence, on veut systématiquement dire savoir-faire. Mais j'aimerais quand même porter à l'assistance l'idée de dire, dans les contextes, les nôtres en tous les cas, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Parce que vous pouvez avoir de très bons ingénieurs qui ont des solutions à des problèmes que vous les posez, mais malheureusement, pour une raison ou pour une autre, essentiellement pour des systèmes organisationnels qui sont mis en place, et là je m'adresse aux DRH qui sont là, eh bien, ils ont la solution, mais ils ne peuvent pas la mettre en œuvre. Et donc, la question du pouvoir devient une question fondamentale lorsqu'on parle de compétences. Donc, le pouvoir-faire devient un élément constituant de la compétence. Savoir-faire, pouvoir-faire, ce sont 2 facettes de la notion de compétence. Et j'aimerais rajouter une troisième qui me semble fondamentale lorsqu'il s'agit de contextes comme, par exemple, le contexte d'où je viens, c'est-à-dire le contexte algérien, mais je suppose que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de situations. C'est que vous pouvez trouver des gens qui ont le savoir-faire, qui ont la possibilité de faire les choses, ils ont le pouvoir, mais encore une fois, pour des raisons contextuelles, pour des raisons de système d'organisation, ils ne veulent pas faire. Et donc la notion de vouloir faire devient également une notion, une composante de la compétence. Donc, de mon point de vue, lorsque je contextualise le concept, je dirais que la compétence, c'est les 3 choses à la fois. C'est un savoir-faire, le rôle de la formation, et ça, je vais revenir à votre question, c'est un pouvoir-faire, le système organisationnel, les systèmes d'organisation qui sont en place, et c'est un vouloir-faire, tout ce qui est en rapport avec la motivation. Très bien. Alors, maintenant, quelles compétences nous en avons besoin aujourd'hui dans nos entreprises? Moi, je dirais, je ne peux répondre à cette question qu'à travers les grandes mutations que connaît aujourd'hui le monde économique. Et j'en vois 3 grandes mutations. La première, elle va certainement être traitée dans ce panel, mais elle a été traitée cet après-midi, c'est la grande mutation numérique. C'est tout ce qui est digital. Et donc, nous avons, nous les entreprises, quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous exerçons, besoin de compétences dans le domaine du numérique, du digital et toutes les applications qui vont avec. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je sais que mes amis vont certainement compléter ce. Deuxième défi qui me semble important et sur lequel nous devons réfléchir rapidement, nous les Africains, à la montée en puissance des compétences, à savoir toutes les compétences qui sont liées au grand changement climatique. On parle des énergies renouvelables, on parle de transition énergétique, on parle d'économie verte, on parle d'économie durable. Eh bien, tout ça, ce sont des éléments qui nécessitent un savoir-faire, nécessitent des compétences sur lesquelles nous devons travailler impérativement.
Puis la troisième mutation, ce sont les mutations qui sont en rapport avec l'évolution des technologies, de l'innovation, des process. Là aussi, nous avons besoin des compétences. Alors, quelle réponse nous devons donner aujourd'hui, nous, les chefs d'entreprise Alors, malheureusement, et ça, c'est la gravité de la situation, le constat qu'on fait dans nos pays, c'est que les États, de manière générale, font beaucoup d'efforts en matière d'éducation. Je prends l'exemple de l'Algérie, mon pays. Si vous regardez le budget de l'État algérien, le un tiers quasiment, le un tiers du budget est consacré à ce que j'appelle moi le système d'apprentissage dans sa globalité, c'est-à-dire l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Et c'est une constante. Même dans les moments difficiles, même en situation de crise, le ratio est toujours le même. L'État dépense beaucoup d'argent sur le système d'apprentissage, le système de formation de manière générale. Et de plus en plus sur le système de formation professionnelle, pour revenir à la question de monsieur le modérateur. Mais lorsque je regarde le produit de ce système, je découvre que malheureusement, il est complètement en déphasage par rapport aux attentes des entreprises. Nous ne répondons pas aujourd'hui aux attentes des entreprises. Alors, la raison, bien sûr, moi, de mon point de vue, la responsabilité est partagée. Elle est au niveau du système d'apprentissage de manière générale, parce que souvent, c'est un système un peu archaïque, c'est un système qui ne veut pas d'évolution, ils sont un peu difficiles à changer. Et ce n'est pas le cas de l'Algérie, c'est le cas dans beaucoup de pays, et particulièrement le pays où nous sommes aujourd'hui. Vous connaissez les réformes de l'éducation en France, ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise. On ne s'implique pas suffisamment, on ne s'implique pas en amont pour dire aux universitaires, aux responsables des centres de formation professionnelle, voilà ce que nous attendons de vous, voilà le type de profil, voilà les contenus pédagogiques, voilà ce que nous pensons répondre à nos attentes et à nos besoins. Et c'est là où une organisation comme la mienne, le Forum des chefs d'entreprise, intervient de manière continue. Nous avons, par exemple, des commissions mixtes, enseignement supérieur, patronat, des commissions mixtes, enseignement professionnel et patronat, forum des chefs d'entreprise, avec l'idée d'intervenir en amont. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est influencer les contenus au niveau des référentiels pédagogiques, parce que c'est là où les enjeux. C'est-à-dire, nous voulons que le référentiel pédagogique répond à des attentes, répond à des métiers. L'expérience que nous avons menée jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait un premier bilan, mais disons que l'expérience donne beaucoup de résultats intéressants. Et je pense que c'est, en tous les cas en ce qui nous concerne, c'est le seul moyen de faire en sorte que les compétences dont on a besoin sont façonnées, en tous les cas en partie, grâce à notre contribution. Voilà. Merci Ibrahim. Cette distinction entre savoir-faire et pouvoir-faire, voire vouloir-faire, est très intéressante et je trouve que c'est des très bonnes pistes. Enfin, il y a des pistes à en tirer. Et deuxièmement, ce que vous avez expliqué sur le budget de l'État, les responsabilités, etc., je crois qu'il faut absolument qu'on évacue de notre réflexion l'idée de critiquer l'État. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas intéressant. C'est nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on se sent collectivement responsable? Moi, je pense que oui, nous, entreprises, de cette question, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est tout. Voilà. Alors maintenant, on va passer la parole à Sylvie Loret, qui est donc DRH de Sogea Satom. Vous avez beaucoup d'emplois à pourvoir, avec des chantiers qui grossissent, qui réduisent, qui changent de pays. Donc ça doit être très compliqué. À quelles difficultés vous heurtez-vous dans ces responsabilités? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, c'est plus de 12 000 personnes africaines qui travaillent pour Sogea Satom sur le continent africain. C'est en effet Sogea Satom du groupe Vinci, et nous réalisons, comme Étienne l'a dit, des chantiers de construction. Alors, 12 000 personnes, c'est pas rien, donc ça veut dire qu'en effet, on arrive à recruter, mais on rencontre énormément de difficultés, en effet, lorsque on est dans cette phase de recrutement, et pas que d'ailleurs. Alors, la difficulté majeure qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en recherche d'emploi, donc j'allais dire il y a de la quantité, mais par contre, au niveau des compétences, là, il y a un fossé.
Là, je vous parle vraiment de ce qu'on vit, de ce que mes collègues vivent dans chacun des pays. Et quand on recrute, on est un peu surpris du niveau de compétence. Alors, certes, comme c'est évoqué, les entreprises et les grands groupes ont des exigences de niveau, de compétences. Et là, on n'y est pas du tout. Je vais prendre 20 secondes pour vous raconter une anecdote. Hier, j'avais dans mon bureau un chef mécanicien qui passait au siège et on a évoqué ces problèmes de recrutement. Et donc, il me racontait qu'il avait accueilli un mécano dans ses équipes. Donc, c'est un chef mécanicien de chantier, sur chantier. Et il me dit, je l'ai accueilli, je l'ai mis dans un premier temps à démonter une pièce, impeccable, il a démonté la pièce. Après, je suis passée un peu à l'étape supérieure, je lui ai demandé, il y avait sur une pièce une fuite. Bon, alors, je ne rentrerai pas dans les détails, je suis DRH, je suis désolée, je ne suis pas dans la mécanique, mais donc il y avait une fuite sur une partie de l'engin, donc il a réparé la fuite, sauf qu'il l'a réparée sans imaginer derrière ce qui pouvait se passer, parce que certes, il a fait la tâche, mais elle n'était pas faite correctement. Et derrière, si on remettait la machine en fonction, on avait une pathologie plus importante qui se dégageait. Et donc, il me dit, ce que j'ai fait, c'est que, en tant que chef mécanicien, j'ai plein de petits bouquins. Donc, je lui ai sorti le bouquin qui va bien pour qu'il regarde et qui s'imprègne de la bonne méthode pour réparer correctement. Et là, au bout de 10 minutes, il s'est aperçu qu'il y avait un problème au niveau de la lecture. Bon, donc ce chef de mécano qui ne manque pas d'imagination et qui est un professionnel, du coup, il l'a mis à son bureau et il l'a mis derrière une petite vidéo, parce que maintenant les constructeurs font ça aussi très bien, et donc l'a laissé dans son bureau consulter une vidéo pour lui montrer en image ce qu'il aurait fallu faire. Je voulais vous raconter cette petite anecdote parce que c'est ce qui est vécu au quotidien, ça me paraissait intéressant, et ce qui explique vraiment l'écart, en effet, entre ce qu'on attend et les compétences qu'on peut trouver sur les territoires. Ce que je voulais... Alors, j'ai fait un choix un petit peu caricatural de vous parler aussi des différents points de recrutement. Enfin, j'ai dégagé 3 catégories de recrutement qu'on a sur nos territoires. Le premier, c'est le recrutement des jeunes diplômés. Alors là, il y a du monde. En effet, la tête est bien remplie de théorie. C'est plutôt des jeunes enthousiastes. Mais quand ils rejoignent notre entreprise, c'était évoqué, on a un écart aussi. On a un écart également. Ils ont la théorie, mais parfois, il peut manquer le bon sens professionnel, alors qui ne s'apprend pas à l'école, et qui s'apprend en effet au sein des entreprises, ou que les entreprises viennent dans les écoles pour apporter ce bon sens. Il y a les stages. Alors, mais les stages, c'est vrai que c'est une très bonne méthode. Au niveau de Sogei-Asatom, en 2015, on a accueilli plus de 200 stagiaires. Mais c'est du one-shot. Il faut qu'on soit beaucoup plus pénétrants les uns envers les autres. C'est une femme qui dit ça en plus. Mais c'est indispensable parce que si on ne crée pas cette alternance, l'école qui... Et je prends dans ce sens-là, qui vient vers les entreprises, et les entreprises, en effet, qui vont vers les écoles, on n'y arrivera pas, on aura toujours cet écart. Je veux juste faire un petit parallèle. En France, on a un petit peu passé un peu ce cap. Énormément de cursus, maintenant, dans les écoles d'ingénieurs, se font en apprentissage. C'est excellent. Moi, je prône l'apprentissage parce que vous avez des jeunes diplômés qui ont la tête bien faite, et en plus... qui sont proches du monde professionnel, et ça ne gâche rien quand en plus ils gagnent un peu de culture des entreprises, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était la première approche des jeunes diplômés. Très bien. Deuxième catégorie, les chercheurs, les demandeurs d'emploi. Donc ça, je vous l'ai un petit peu résumé dans mon anecdote.
Là aussi, les fondamentaux, on voit que c'est les entreprises qui sont amenées à les apporter au travers de la formation. Et les grands groupes sont aussi là pour ça. Il ne faut pas non plus se voiler la face. On est là pour accompagner, pour intégrer les gens, c'est important. Donc on fait de la formation et puis surtout pour les garder. Donc là aussi, on fait de la formation, mais grosse masse et peu de gens qualifiés pour intégrer nos postes directement. Dernière catégorie, les Africains confirmés, expérimentés. Alors là, je vais être très bref parce que moi, quand je recrute, c'est la denrée rare. Je ne sais pas où aller chercher. C'est extrêmement compliqué. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'on travaille fort là pour pouvoir, en effet, avoir de la compétence confirmée assez rapidement. Il faut que j'aille plus vite. Je n'ai pas entendu le timer. Vous avez fini ou pas? Non, pas encore. Alors, moins d'une minute, parce que là, moins d'une minute, on va pas y arriver. Très bien. Après, je répondrai aux questions. Bon, au niveau des savoir-faire, je vous l'ai dit, bon, ça va aller très vite. Les entreprises sont là pour accompagner, parce qu'il y a une vraie déficience. Au niveau de Sogea-Satom, on a mis en place des parcours de formation, on a mis en place un campus Africa Pro, où on est prêt aussi à travailler en partenariat avec des écoles. Notre objectif à nous étant de monter en compétence l'encadrement africain. Et je pense qu'on a vraiment, aujourd'hui, Sogea-Satom, c'est 70% de notre encadrement qui est africain. Notre cible, elle est claire, c'est 100%. Donc, on va continuer à être proactif, parce qu'il le faut, imaginatif, parce que c'est l'avenir, et agile. Voilà. Bon, voilà. J'ai terminé. Merci Sylvie. Et je pense que dans votre secteur, vous êtes confronté à une concurrence féroce, et donc la productivité et la qualité du service, c'est la manière de vous différencier, donc c'est absolument essentiel. Cécile Déret, DRH de CFAO, vous êtes confronté, je suppose, à d'autres difficultés dans un autre secteur, qui est celui de la grande distribution. Enfin, vous pourrez parler de ce que vous voulez dans la CFAO, mais tout le monde sait que CFAO a ouvert ou va ouvrir beaucoup de malls ou de centres commerciaux en association avec Carrefour, qui créent à chaque fois des centaines d'emplois. Et donc, Cécile est confrontée tous les jours au problème du recrutement et de la qualité. À vous. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, CFAO, ça fait 160 ans que nous sommes en Afrique, on est dans 34 pays d'Afrique. On est près de 13 000 aujourd'hui dans le groupe, 86% sur le territoire africain. On est sur différents secteurs d'activité, entre tout ce qui est équipement, pharmaceutique et également grande consommation. Et tous nos projets sont orientés vers le besoin de cette classe moyenne émergente en Afrique. Donc l'un de nos projets phares, c'est notre projet de centres commerciaux en Afrique, sur 8 pays. Et on a ouvert le premier en décembre dernier à Abidjan, Place Mercory. Pour nous, c'était un enjeu majeur. Imaginez, fin 2014, on a 14 personnes à Abidjan pour travailler sur le projet. Le jour où le mall a ouvert, fin 2015, il y avait 500 collaborateurs souriants pour accueillir les clients. Donc, c'est une masse de collaborateurs à recruter. On était un peu inquiets, équipe RH, parce qu'on a fait un gros enjeu devant nous. Et en fait, on a été effectivement confronté à une difficulté qui est qu'on n'a pas trouvé à Abidjan des collaborateurs qui avaient le niveau de formation initiale et le niveau d'expérience dont on avait besoin. Pour comparer rapidement avec la France, en France, le retail, ça existe depuis 50 ans. Il doit y avoir 30 000 points de vente, peut-être 750 000 personnes qui travaillent dans la distribution. Et on a des structures de formation et de recrutement qui sont existantes et bien en place. Quand on a ouvert à Abidjan, il y avait 4 hypermarchés. Et s'il y a des écoles, aucune n'était adaptée à nos besoins sur la vente ou sur les métiers sur lesquels on avait besoin de recruter. Donc pour compenser par rapport à ce manque, on a en fait concentré sur les aptitudes des candidats, sur leur motivation, sur leur envie d'apprendre un métier et sur leur potentiel. Donc on a utilisé les réseaux sociaux et Internet pour recruter. On a reçu 4000 candidatures. Tous les managers ont mouillé leur chemise parce qu'ils ont dû vraiment recruter, faire du tri de CV. On a recruté sur aptitude. On a opté aussi pour y aller par étapes. Donc il y a eu des stagiaires, puis des CDD, puis des CDI. Et on a mis en place un plan de formation assez inédit, puisqu'on a mis en place 200 modules de formation. Il y en avait 100 qui étaient en e-learning.
On a dû dispenser en tout autour de 17 000 heures de formation entre Abidjan et aussi l'étranger, parce qu'on a envoyé certains collaborateurs en immersion en Europe pour voir en vrai, donc pour pouvoir faire, comme vous le disiez tout à l'heure, et découvrir réellement ce que c'était que les métiers. Donc il y a eu vraiment un travail très lourd. On a mis en place aussi des passeports individuels de formation pour que chacun ait bien connaissance des parcours, des savoir-faire, savoir-être, des acquis qu'ils devaient acquérir pour passer d'étape en étape, avec une vision sur les parcours qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise. Et également des partenariats, bien sûr, avec les écoles locales, comme avec vous, et on vous remercie. Donc c'est un échange. Je partage tout à fait l'idée de la co-responsabilité dont vous parliez, Ibrahim. C'est-à-dire que vraiment, il faut que l'entreprise s'investisse auprès des écoles, que les managers interviennent même dans les écoles qui, quand on le demande, ouvrent assez facilement les portes. Et en contrepartie, les écoles nous envoient des stagiaires. Enfin, c'est du donnant-donnant et c'est très efficace pour réussir à avancer. Pour vous donner un exemple, des exemples concrets de chiffres, sur les 500 collaborateurs qu'on a recrutés, 60% ont moins de 30 ans et 60% c'était soit leur premier job, soit ils étaient sans emploi. Donc effectivement, on est un acteur aujourd'hui majeur en Côte d'Ivoire du fait de cette masse de recrutement et de tous les emplois indirects également que l'on crée. Merci beaucoup. Je trouve que le défi que vous avez rempli, c'est-à-dire embaucher 500 personnes en 3 mois, est absolument remarquable. Et j'imagine les difficultés que vous avez rencontrées. Je crois que ça situe bien le problème. Je voudrais maintenant commencer à aborder quelques pistes de solutions ou de résolution de ces problèmes. Et comme je vous l'avais dit, je me passe moi-même la parole pour vous raconter en 2 minutes le programme que le CIAN a lancé qui s'appelle RH Excellence Afrique. Ce programme provient d'une étude et d'un constat qui a été relevé auprès des entreprises adhérentes du CIAN, qui représentent plus de 10 000 implantations en Afrique quand même, et plus de 500 000 personnes, qui est assez simple. Il y a de l'enseignement professionnel en Afrique. Du côté de l'enseignement supérieur, comme ça a été dit, il y a profusion de bons candidats et il n'y a en plus pas beaucoup de place. Donc le problème, à mon avis, n'est pas majeur là. Il est majeur dans l'enseignement professionnel, on va dire, entre Bac-2 et Bac+3. À peu près, comme créneau. C'est là où il y a la plus grande employabilité, c'est là où il y a les plus grands manques. Et donc on s'est aperçu avec cette enquête, qui donc vient du terrain, qu'il y a 2 grands défauts qui frappent l'enseignement professionnel existant en Afrique. Le premier, c'est qu'un certain nombre de filières ou de besoins nécessaires à l'économie ne sont pas formés, ne sont pas disponibles. Quelquefois, j'utilise une formule volontairement très provocatrice, mais enfin, on va un peu se détendre, il est 4h30, on forme beaucoup trop de sociologues et pas assez de plombiers et de mécaniciens. Or, je veux bien qu'on forme 6 000 sociologues, mais il n'y a pas 6 000 emplois de sociologues tous les ans. En revanche, il y a probablement 6 000 mécaniciens. Donc, le premier défaut, c'est l'inadéquation des filières de formation aux besoins de l'économie. Et le deuxième défaut, c'est quand on trouve, et je crois que vous le confirmez quand même, les témoignages précédents, quand on trouve des jeunes qui ont été formés dans la filière qui va bien, la formation n'est pas bonne. Et quelquefois, d'une manière aussi beaucoup trop excessive, on dit mais ils ne savent presque rien faire. Et vous avez raconté votre anecdote tout à l'heure. Et en fond, nos entreprises disent on est obligé de reprendre la formation et de la compléter par une formation interne. Donc on aurait pu se passer. Et c'est quand même beaucoup d'argent. On a cité le cas des États qui dépensent des sommes astronomiques. Si c'est pour que l'entreprise reprenne la formation derrière, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc c'est les 2 défauts. Alors on s'est dit, on va essayer, nous autres, entreprises françaises, d'apporter notre petite pierre, modestement, mais notre petite pierre, en essayant d'améliorer les choses en lançant ce programme. Alors qu'est-ce que c'est que ce programme? Ça consiste à s'appuyer sur les établissements de formation existants. Ça, c'est un point très important, et je le dis pour tous ceux qui viennent d'Afrique ici. Il ne s'agit pas d'arriver avec une solution toute faite en disant on va créer de nouveaux centres de formation. Pas du tout. On s'appuie sur ce qui existe, en essayant de viser 2 objectifs. Le premier, c'est d'amener les centres de formation existants à un niveau d'excellence. Et quand vous avez le niveau d'excellence, vous ne délivrerez plus sur le marché des jeunes qui, entre guillemets, ne savent rien faire. Ils seront bons. Et donc, il ne suffit pas de dire vous allez atteindre un niveau d'excellence, il faut les aider à l'atteindre et surtout, il faut le matérialiser par une sanction. Et la sanction, c'est ni plus ni moins que la certification.
la certification de qualité, comme on a des certifications qualité ISO, etc. Et donc, notre programme, qui est fondé sur la base du volontariat, quand un établissement va dire « moi, j'entame une démarche d'excellence », on va l'aider à l'atteindre, et quand, filière par filière, l'excellence sera atteinte, on va lui délivrer, après une quarantaine ou une cinquantaine de critères qui sont à atteindre, on va lui délivrer un certificat d'excellence. Il sera certifié. Et il pourra même d'ailleurs jusqu'à avoir son établissement labellisé. Ça, c'est la première voie. Et puis la deuxième voie, c'est le dialogue. Alors ça, c'est assez nouveau. Et quelqu'un a fait référence aussi au problème de l'enseignement en France. C'est aussi très, très nouveau en France, je vous rassure. Mais enfin, là, on s'occupe de l'Afrique. C'est d'institutionnaliser le dialogue entre les établissements de formation et les entreprises. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Les entreprises disent « c'est pas mon problème ». Et les gens de l'enseignement disent « mais je ne vais pas parler à des épiciers, des marchands, etc., qui ne pensent qu'à faire du bénéfice. Hein, ils ont qu'à simplement prendre les jeunes conformes. » Je pense qu'institutionnaliser un dialogue dans le respect l'un de l'autre, qui consiste, par exemple, à ce que les représentants des entreprises candidates puissent entrer au comité pédagogique, au conseil d'administration, ou institutionnaliser un dialogue avec l'établissement de formation est une bonne chose. À l'inverse, que les entreprises ouvrent leurs portes, fassent des journées portes ouvertes, de l'alternance, de l'apprentissage, c'est comme ça que ça va s'enrichir mutuellement. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'un chef d'entreprise dise à un directeur d'école tu me donnes des électriciens ou des techniciens, pardon, ils ne savent rien faire. D'abord, ce n'est pas les bonnes méthodes que tu leur apprends, et deuxièmement, ce n'est pas une bonne pédagogie. Excuse-moi, on te le dit. Et le directeur écoute, il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça c'est un dialogue constructif qui n'est pas dans la critique. Donc on va essayer d'institutionnaliser cela. C'est quelque chose de paritaire. Vous avez remarqué que ça ne coûte rien, puisque c'est juste une méthode. Et une méthode qui s'applique à des structures existantes. Alors voilà ce qu'on veut faire. On a placé ça sous l'égide de la Fondation Africa France. On est aidé et on va être aidé par l'AFD. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de candidats, aussi bien en centre de formation qu'en entreprise, pour rejoindre ce programme. Tout ça, c'est tout nouveau. Ça a débuté tout fin 2015 et les premières certifications sont en cours. Notre objectif, si tout va bien, c'est évidemment pas d'Africains, c'est pas uniquement francophone. Notre objectif, mais ça ne doit pas sortir d'ici parce que je ne sais pas si on l'atteindra. Enfin, si on ne le dit pas, ça n'est pas une bonne pique. Dans 4-5 ans, c'est d'avoir à peu près 300 entreprises membres, plus de 100 établissements membres dans à peu près 25 pays en Afrique. Voilà ce qu'on peut faire. Et comme c'est participatif, c'est gratuit et ça devrait s'auto-générer. Voilà ce que c'est qu'RH Excellence Afrique. Donc, je suis heureux de pouvoir présenter cela devant tout le monde parce que, évidemment, il nous faut du soutien, non pas financier, il nous faut du soutien de bonne volonté. Il faut des entreprises qui disent « ça m'intéresse, je veux bien devenir membre de ce programme ». Ça veut dire aux directeurs locaux qu'ils vont passer un peu de temps. Et il faut qu'il y ait des établissements qui disent « j'achète et j'adhère à cette philosophie ». Voilà, donc l'appel est lancé. J'ai passé mes 5 minutes et donc maintenant je passe la parole à Kofi Nguessan, qui est le directeur général de Polytechnique ou INPHB de Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui est, on peut le dire, la meilleure école du pays, et tu es confronté à des problèmes de qualité, d'employabilité, et tu as toujours opté pour l'excellence et pour le dialogue avec les entreprises. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Je voudrais effectivement intervenir sur 3 points essentiellement. La notion de qualité qui renvoie à la quantité d'ingénieurs et de techniciens qu'on doit pouvoir former pour que ce soit vraiment rentable pour les entreprises et pour le pays. La qualité, par rapport à ce que vient de dire Étienne. Et puis, un autre point important, que je pense être important, c'est la recherche appliquée, qui doit être le fruit d'une synergie entre les entreprises et les institutions de formation pour adresser les vrais problèmes auxquels les pays sont confrontés. Alors, par rapport à la notion de quantité, d'abord, permettez que je dise que notre institut, l'INPHB, est un consortium d'écoles, de grandes écoles. L'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure du commerce, l'école supérieure des travaux publics, l'école supérieure des mines et des géologies, et puis l'école d'industrie. Nous avons 3000 élèves, 3008 élèves, parce que c'est une capacité de 3008 élèves. Et donc, depuis près de 30 ans, ces écoles ont été construites par le président Houphouët-Boigny. Ça n'a pas encore évolué en termes d'effectifs. Moi, je pense
que pour les questions, les exigences de la démographie de la zone d'Afrique subsaharienne, qui a une croissance démographique relativement élevée, il faut davantage d'écoles de cette qualité, qui reposerait aussi sur un tissu important de lycées professionnels bien structurés. Je crois que certains connaisseurs de la région africaine sont ici. Vous avez remarqué qu'avec la crise, tous les lycées professionnels se sont effondrés. Et même notre institut a connu quelques difficultés. Mais il faudra peut-être repartir, réinvestir pour que davantage d'enfants puissent être formés à la fois dans ces lycées professionnels et dans ces écoles d'ingénieurs. La notion de qualité, je crois qu'on va s'étendre là-dessus, c'est ce qui a mené notre institut à appeler l'équipe de REA. La qualité est extrêmement importante. Moi, de ma position, je rencontre de nombreux chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui disent on va s'installer en Côte d'Ivoire, on va s'installer dans la région, on a besoin d'ingénieurs et de techniciens supérieurs bien formés. Je rappelle que notre établissement forme à la fois des ingénieurs de conception Bac plus 5 et des techniciens supérieurs Bac plus 3. Alors, donc, il y a une exigence des entreprises en qualité, en termes de qualité. Mais pour avoir cette qualité, il faut plusieurs choses. D'abord, revoir les programmes d'enseignement, les mettre à jour périodiquement. Ensuite, et c'est le plus important dans tout cela, comment former les enseignants, les formateurs eux-mêmes. Si les formateurs eux-mêmes n'ont pas le niveau de connaissance requis, comment voulez-vous que les ingénieurs qui sont formés soient bien formés? Alors, dans ce registre, nous avons, dans le cadre de la réforme que nous sommes en train de mener, des initiatives. Et ces initiatives consistent à appeler à s'allier, à entretenir une bonne relation avec les écoles partenaires qui sont le plus souvent en France. Nous avons choisi la France parce que nous avons un financement de la France dans le cadre de notre contrat de désendettement et de développement, CDD, et qui fait qu'aujourd'hui, pour l'école supérieure d'agronomie, on a un accompagnement très structuré de Supagro pour nous aider à revoir nos programmes, à les adapter en fonction des besoins, à la fois pour le pays et pour la région. Je parle de région parce que notre ambition aussi, c'est de faire de ce pôle de formation un pôle régional et qui dépasse aussi les barrières linguistiques. Je pense que quand nous parlons d'Afrique, il ne doit plus avoir une Afrique francophone, lusophone ou francophone. C'est vraiment l'Afrique. Et l'Afrique est des formations d'ingénieurs pour tout le continent. Et nous sommes dans ce schéma. Pour l'école de commerce, nous avons nos partenaires d'Audencia qui sont là. Je les remercie d'avoir accepté de nous accompagner. C'est de faire en sorte que les programmes que nous allons mettre en place respectent les standards internationaux. Quand les entreprises disent on a besoin d'un manager, il faut que le manager que nous formons à Yamoussoukro, quel que soit son pays de provenance, ait le même niveau que celui qui est formé ici par Audencia. C'est ce que nous visons en termes d'accompagnement. Cela suppose que Audencia nous aide à revoir nos programmes, que Supagro nous aide à revoir nos programmes, mais aussi qu'il y ait un accompagnement pour remettre nos enseignants à niveau. Je crois que c'est extrêmement important. Mais il y a un élément important, il faut le dire, je pense que notre ami d'Algérie l'a soulevé. Quand les entreprises disent on a besoin de tel profil, nous avons un programme qui est un programme peut-être général, mais qui respecte certains standards, comme je l'ai dit. Mais il faut aussi que l'entreprise s'implique aussi dans la formation. S'impliquer, c'est à deux niveaux. D'abord, les écoles ont besoin de placer des étudiants en stage pour qu'ils aillent sur le terrain apprendre comment vous travaillez, avoir ce savoir-faire que vous demandez. Mais il faut aussi que des professionnels des entreprises viennent chez nous expliquer leur philosophie du travail, expliquer ce qu'il y a à faire lorsque les élèves vont partir en entreprise. Mais ça, ce discours, ce dialogue n'est pas toujours très bien compris dans les deux parties parce que c'est une perte de temps quelquefois pour les entreprises de venir travailler avec nous et nous aussi, quelquefois, on fait face à des résistances au niveau du placement en stage parce que les encadreurs n'ont souvent pas le temps, sont aussi sujets à des résultats, donc n'ont pas le temps de nous accompagner. Je pense que c'est important, cette synergie entre entreprise et formation, si on veut toujours travailler sur la qualité. Mais le deuxième point, si vous permettez, le dernier point, c'est la recherche appliquée. Si nous voulons que le continent se développe par ses propres moyens, il faut que les talents en Afrique puissent s'exprimer et qu'au niveau de la recherche appliquée, nous puissions être compétitifs. Qu'est-ce à dire? Les entreprises sont régulièrement confrontées à des difficultés. Moi, je vois bien les entreprises venir nous voir à l'école, ou que, quand on va les voir, qu'elles expriment leurs difficultés et qu'ensemble, on puisse, par la recherche, adresser ces problèmes. De sorte que les fruits qui sont trouvés, les résultats de la recherche soient
facilement applicables parce qu'elles proviennent d'une institution qui a formé des ingénieurs qui ont travaillé sur ces questions. Et donc, il est plus facile pour nous, Africains, de pouvoir avoir initié ce type d'innovation et les maîtriser. Le plus souvent, Étienne, je termine là-dessus, on nous dit, vous allez en entreprise, voici la solution. Mais on n'a pas été formé à cette solution, on n'a pas été préparé à appliquer cette solution. Donc, il y a toujours un petit problème, un décalage entre ce que vous proposez, ce dont vous avez besoin et ce que nous voulons faire. Puis le dernier point, si vous permettez, c'est au niveau de la qualité, c'est les équipements. Les équipements. Je pense que la plupart des pays qui ont des écoles d'ingénieurs ont investi dans les laboratoires pour la formation. Aujourd'hui, ces équipements coûtent extrêmement cher. Donc, il faut peut-être qu'on change de méthode. Et oui. que Ça c'est juste. Ça. Et je pense que le programme RH Excellence Afrique, dans ce dialogue, pourra justement permettre d'ouvrir des ateliers. Voilà. Je te coupe pour la bonne cause, pour publiquement féliciter ton établissement, parce que vous serez les premiers à être certifiés RH Excellence Afrique. Et c'est une question de volonté, et tu le manifestes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Nicolas Péjou, qui est le directeur de l'Executive Education de Sciences Po. Sciences Po, qui est un établissement d'excellence, très ouvert à l'extérieur et à la diversité, s'est depuis longtemps intéressé à l'Afrique, n'est pas le seul d'ailleurs. HEC, qui est aussi bien représenté ici, est très ouvert aussi vers l'enseignement en Afrique, tout comme d'autres établissements supérieurs français qui d'ailleurs créent, je vous le signale, une école internationale africaine à Maurice dans les prochains mois. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et Sciences Po est assez en pointe dans cette question-là. Et notamment, vous êtes en charge du programme Lead Campus, sous l'égide de la Fondation Africa France. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots de tout cela, Nicolas, s'il te plaît? Merci Étienne, bonjour à toutes et tous. En moins de 5 minutes, promis. Le point de départ, il est assez simple. On a regardé ce qu'on savait faire à Sciences Po et on s'est formé des cadres et dirigeants, et particulièrement des cadres et dirigeants qui travaillent en Afrique, pour l'Afrique, sur l'Afrique, africains ou pas, asiatiques, français, autres. On a pris ce qu'on savait faire, l'Executive Master, un format diplômant qui marche bien et qui concerne l'Afrique, des formations sur mesure qu'on fait pour des gouvernements ou des acteurs privés. Et on s'est dit, avec l'appel de la Fondation Africa France et sous l'égide de l'AFD, on s'est dit qu'on allait aussi faire un programme de formation qui est original puisqu'il repose sur une diversité d'acteurs. En l'occurrence, on s'est associé avec plusieurs acteurs académiques, l'Université de Cape Town en Afrique du Sud, l'ISM de Dakar au Sénégal, le CEFEB, centre de formation de l'AFD. On s'est mis ensemble, y compris avec des entreprises. Donc là, je rejoins la nécessité d'avoir des entreprises présentes pour nous aider, nous aiguiller dans le référentiel de compétences qui doit être utile à leur développement. Et tout cela a abouti à un programme certifiant, une espèce de, pour caractériser la chose, un mini executive MBA itinérant. Un premier module au Cap pour travailler son leadership, un deuxième module à Dakar pour travailler sa capacité à développer une activité, qu'elle soit commerciale, mais souvent à but non lucratif, en tout cas pour ce qui concerne l'informel ou le social business. Et puis une dernière semaine à Paris, à Sciences Po avec le CEFEB et l'AFD, pour développer sa capacité à mener des projets qui s'inscrivent dans le développement durable. On a conclu cette première promotion il y a quelques jours, le 10 septembre. 25 personnes ont été quadruplement certifiées, UCT, ISM, Sciences Po, CEFEB. Et sur ces 25 personnes qui ont été sélectionnées par les partenaires, on compte 18 hommes, 7 femmes, donc on a encore un peu de progrès à faire. On compte une très forte diversité géographique puisqu'on a 14 nationalités représentées qui viennent du 4 coins de l'Afrique, Maroc, Afrique du Sud, Sénégal, Comores. Donc on a aussi évidemment peut-être une prégnance francophone pour cette première promo, mais on travaille aussi à s'ouvrir évidemment à la communauté anglophone et aussi lusophone, il ne faut pas les oublier. Et ce que l'on retient finalement de cette première promotion, puisqu'on a un peu de retour maintenant, c'est qu'il y a certes la formation, l'acquisition, le développement de compétences, de connaissances, de postures, mais bien au-delà de ça, il y a aussi l'effet réseau. Ils ont vécu des moments importants, intenses. Ils vont continuer à animer ce réseau avec les autres promotions qui vont suivre. Et puis, surtout, ils ont travaillé sur des projets qu'ils vont pouvoir développer grâce à tout l'acquis qu'ils ont pu développer pendant leur formation, et surtout grâce à leurs échanges avec des mentors. Il y a un système de mentorat individuel, donc on a finalement autant de mentors
que de participants. Un participant, un mentor. Et c'est aussi un deuxième réseau qui s'est greffé sur ce réseau de participants. Et là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer parce qu'elles ont très clairement pourvu un nombre très conséquent de mentors. C'est aussi intéressant pour eux d'être en connexion directe avec ceux qu'ils peuvent considérer comme des hauts potentiels, même s'ils ne sont pas dans leur entreprise. Donc c'est finalement un dispositif très multi-acteurs, privé, public, social business, qui associe surtout, et c'est très important pour Sciences Po, qui associe des acteurs locaux donc, et mondiaux aussi. Ils ont aussi une dimension mondiale, l'ISM, UCT, le CFEB, l'AFD. On ne croit pas à l'import-export, ça a été dit dans d'autres termes, on ne croit pas à l'export du modèle Sciences Po. Ce n'est pas Sciences Po en Afrique. Nous n'avons pas et nous n'aurons pas de campus offshore. En revanche, nous croyons au partenariat pour être en Afrique, mais à travers des partenaires locaux. Donc nous sommes pour l'Afrique, et en l'occurrence, à Sciences Po, on a une vingtaine de partenaires académiques en Afrique. Donc ça, à travers ce projet, finalement, ça résume assez bien la vision de ce que l'on souhaite faire et de ce que l'on fait à Sciences Po. Merci. Merci Nicolas. Ce que je remarque dans les expériences et les solutions qui ont été mises en avant, c'est qu'à chaque fois, il est mis en avant le soutien nécessaire et l'adhésion des entreprises. On ne le fera pas tout seul. Évitons la critique. Ah, certes, ça ne sert à rien. Relevons les manches et on va y arriver. Alors, il y a des défis à relever qui sont les défis de la massification, celui que j'expliquais tout à l'heure. Alors, le numérique, le digital, est-ce que c'est une réponse? Didier Acoueté, tu es fondateur et président d'un cabinet qui s'appelle Afrique Cherche, qui fait à la fois du conseil aux entreprises et du recrutement. Donc, tu es aux premières loges pour nous dire si effectivement c'est une idée intellectuelle dans l'esprit ou il y a vraiment un problème de massification et il faut franchir des nouvelles étapes technologiques. Est-ce que tu es confronté à ces problèmes-là? Merci Étienne. Bonjour à tous. Effectivement, Étienne disait en introduction qu'il y a à peu près 10 à 12 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché chaque année, qui sont relativement formés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, il y avait à peu près 136 millions de gamins dans les écoles en Afrique, à l'école primaire. Mais quand vous montez dans les cycles, il en reste à peu près 20 millions qui arrivent jusqu'à la fin du lycée. Et ensuite, ça se dégrade encore jusqu'à sortir les 10 à 12 millions. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que qu'est-ce que vous faites des 136 millions ou des 150 millions qui sont sortis? En sachant que sur toute cette population, 80% sortent du système sans qualification. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, notre ami de CEGEA et de CFAO. Donc, si vous voulez, la concentration qui se fait malheureusement sur les 10 à 12 millions cache en réalité les 100 à 140 millions qui ne savent pas faire grand-chose, mais qui vont quand même trouver un travail sur le marché. Les gars vont se débrouiller, sauf qu'ils n'ont pas de qualification. Et aujourd'hui, avec des États qui mettent 20 à 30% de leur budget déjà dans l'éducation, ce qui est déjà beaucoup, les États n'auront pas les moyens, finalement, de scolariser tout le monde, de construire des classes, de recruter des profs, de faire des systèmes universitaires de qualité, ni même des écoles professionnelles de qualité pour ces 150 millions. Paradoxalement, vous voyez, quand on disait que la téléphonie ne marcherait jamais en Afrique parce que les mecs qui ne bouffent pas, ils ne peuvent pas payer un téléphone, nous avons le taux de pénétration le plus élevé au monde. C'est-à-dire 700 millions de téléphones circulent en Afrique. C'est-à-dire plus de 70% de pénétration. Et les gens préfèrent acheter des unités plutôt que de manger. Ou en tout cas manger moins, mais pouvoir téléphoner et consommer. Et avec l'arrivée des smartphones et donc de tout ce qui est, quand tout le monde prend son téléphone, on s'amuse tous avec les téléphones, mais on apprend aussi beaucoup, puisqu'on a beaucoup d'informations qui arrivent. Et c'est ça la magie du truc, c'est qu'avec 700 millions de téléphones portables qui se promènent, on peut imaginer des solutions de formation pour répondre à la question de la massification. Alors ça aussi, il y a à boire et à manger, mais je crois que d'autres, il y a des spécialistes dans la salle, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Pas parce qu'on a des smartphones qu'on peut imaginer éduquer tout le monde par les smartphones et par les technologies. En revanche, sur les métiers, et c'est vraiment là où ça se concentre, Étienne le rappelait, l'étude qu'on a conduite au CIAN a révélé qu'en fait, les 3/4 des besoins des entreprises aujourd'hui se concentraient sur les métiers techniques, sur des profils techniques. Un bon soudeur, un bon électricien, un bon électromécanicien, on n'en trouve pas. Même un bon maçon. Le mur est penché comme ça parce que le gars, il a appris sur le tas. Le courant saute à chaque fois parce qu'il a appris sur le tas. Et ça, c'est du métier
qui suppose la visibilité. Autant quand je vais à Sciences Po HEC, c'est très conceptuel. Je peux apprendre des théories, des machines de management, mais ça n'est pas que conceptuel. Et c'est très bien. Je parle pour les deux, je pense. Non, on peut apprendre des concepts qu'on peut appliquer ensuite. Mais je veux dire, moi, tu me files des pièces pour réparer une automobile, je ne sais pas faire. Tu me files des tournevis pour réparer un compteur électrique, je ne sais pas faire, parce que je n'ai pas vu faire. Mais tu me demandes de parler de théorie économique, je peux faire parce que j'ai lu dans un bouquin. Donc sur les métiers, et c'est là où c'est intéressant, c'est des choses extrêmement visuelles. Et moi, je peux prendre mon smartphone et devenir électricien. Parce que je peux prendre mon smartphone le soir dans mon lit, je regarde comment on branche un courant, le rouge, le moins, le plus, le moins, on peut faire. Je suis mécano, il y a une nouvelle voiture qui est sortie, le moteur, comment on le démonte, je peux le visualiser. Et donc ça devient une opportunité effectivement pour tous ceux qui sont sortis du système. Parce que les 10 à 12 millions, on trouvera une solution. D'autant plus qu'il y a des vrais business schools, des écoles de management qui pullulent et qui forment très bien, à l'instar de ce que fait HEC ou Sciences Po aujourd'hui en Afrique. Par conséquent, si on profite des technologies d'information, parce que ce ne sont plus des nouvelles technologies, mais des technologies en combinant ce que j'appelle le présentiel et la distance, ou l'enseignement à distance, on peut effectivement compenser le déficit de professionnalisation, de compétences de ces millions qui sont sortis trop tôt du système et dont personne ne s'occupe en réalité. On peut aller même plus loin, parce que, bon, là, je parle du mécano, je parle du soudeur et de l'électricien, ça peut aller jusqu'à l'ingénieur, puisqu'on le fait même dans l'aéronautique. Hier, j'ai rencontré avec mon excellent ami François un monsieur qui fait ça, qui fait de la distance avec que de e-learning sur l'aéronautique. Donc, c'est très pointu en plus. Donc, on peut imaginer sur des cycles d'ingénieurs avec la possibilité qu'on le fasse sur plusieurs temps. Et ça aussi, et j'en ai terminé, il faut qu'on arrête de raconter des histoires aux Africains. Ce n'est pas parce qu'on a une thèse ou une maîtrise qu'on va trouver un job. Et en réalité, plus on est diplômé, moins on trouve de job. Et la question, et en tout cas l'approche, c'est de dire il faut un socle de compétences. C'est-à-dire qu'on apprend les bases, et après c'est le millefeuille. Sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on t'apprend un nouveau métier. Sur 1 mois suivant, on t'apprend encore quelque chose par le e-learning avec un peu de présentiel, où là, par contre, il faut des bons encadreurs, des bons superviseurs, parce que je ne crois pas que simplement en regardant son smartphone toute la nuit, on devient excellent, mais lorsque dans la pratique, on a des bons moniteurs, des bons superviseurs, je peux rêver de devenir un excellent électricien d'ici la fin de l'année. Merci Étienne. Mais merci Didier de ta fougue qui nous montre que c'est possible et que c'est une voie. Alors, on a simplement un petit problème, en tout cas moi j'en ai un, c'est que cette technologie du digital, du e-learning, même si on la comprend un petit peu, on a quand même besoin qu'on nous l'explique d'une manière simple. Valérie Boudier est directrice de la société KTM Advance, qui est une société française qui est leader sur son marché du e-learning, des MOOCs et de toutes ces techniques-là. Valérie, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu notre lanterne? Adressez-vous à moi, considérant que je suis le plus nul, comme ça on comprendra. En 5 minutes. Oui, donc je pense que l'idée n'est pas d'expliquer que le digital est la solution pour relever le défi de la formation de la jeunesse africaine. Je pense que tout le monde en est convaincu aujourd'hui, puisque voilà, vous avez cité les chiffres, et Étienne, moi j'ai retenu 1 milliard de jeunes Africains sur le marché de l'emploi d'ici 2040. Enfin voilà, donc on n'a plus aujourd'hui ni les infrastructures, ni les enseignants pour accompagner cette jeunesse. Le digital va bien sûr être la solution, à condition que les infrastructures télécom soient en place aussi. Mais vous le disiez, Didier, le défi est aussi en route pour ces acteurs. Ah, pardon. Merci. Voilà. Voilà. Par contre, il faut vraiment comprendre ce qu'on entend par digitalisation de la formation. En fait, si aujourd'hui, dans notre représentation collective, digitaliser la formation pour massifier, ça veut dire effectivement pousser des contenus PDF et des cours de professeurs filmés, on est tous passés à côté du projet. En fait, nous devons passer, nous tous, alors professionnels de l'éducation et professionnels de la formation numérique, nous devons passer en fait un contrat avec, et là je ne parle pas non plus des États, je parle avec les étudiants, avec nos élèves,
et on doit passer à un contrat de qualité. C'est-à-dire qu'on doit leur proposer des formations qualifiantes, des formations certifiantes qui leur permettent effectivement de trouver un emploi en sortant de leur formation numérique. Et j'y crois, je sais qu'on en est capable aujourd'hui de se mettre dans cette perspective effectivement emploi-compétences avec l'aide des entreprises qui doivent nous aider à concevoir ces programmes. Et c'est qu'à cette condition qu'on pourra relever ce défi. Donc oublions effectivement ces cours en ligne qui ne servent finalement qu'à faire des têtes bien faites. Ce que l'on doit nous enseigner à cette jeunesse, c'est des gestes métiers, c'est des savoir-agir et des savoir-faire. Et aujourd'hui, on en a les moyens. Parce qu'on a des technologies numériques aujourd'hui. Vous connaissez tous la 3D temps réel, vous avez tous vu les jeux vidéo, ce dont on est capable, comment on peut immerger des joueurs aujourd'hui, mais des apprenants demain, dans des environnements virtuels. On peut leur faire démonter des moteurs numériquement, et vous citiez effectivement le coût des salles de formation, le coût des équipements. On peut reproduire numériquement des équipements. Bien évidemment qu'on en a les moyens. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est vers ces modules certifiants. Il faut proposer effectivement de former des électriciens, de leur faire faire des câblages, de leur faire faire des courts-circuits en veux-tu en voilà pour être opérationnels sur le terrain. Et c'est à cette condition qu'on saura relever vraiment le défi de ces formations qualifiantes. Alors bien évidemment, la contrepartie, c'est que ça a un coût. C'est beaucoup plus compliqué de concevoir et de produire des formations de cette qualité que de filmer des professeurs ou de pousser des contenus. Mais c'est à cette condition donc d'investissement de départ que là, on sera fier effectivement de démultiplier ces formations de grande qualité, et pas que sur l'Afrique, sur tous les pays émergents, bien évidemment. Donc je crois que c'est ce défi qu'il faut qu'on relève. On en est tous capables. On a tous vu aujourd'hui ces outils, la 3D temps réel, les Oculus Rift, tout ce dont on peut aujourd'hui bénéficier pour faire des formations de qualité. Et à ce titre-là, on aura relevé le défi de la formation de qualité. Merci. Merci Valérie. Je retiens deux choses de votre intervention, outre le fait que c'est possible, mais ça, on n'en doutait pas en réalité. C'est que d'abord, pour qu'une formation digitale marche, il faut que les entreprises s'impliquent pour dire ce qu'elles veulent. Ça ne peut pas être fait d'une manière désincarnée. Et deuxièmement, il faut que ce soit qualifiant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un diplôme à la sortie. Et au fond, on ne l'a peut-être pas. Enfin, moi, je ne l'avais pas assez en tête, ça. C'est très, très important. Parce qu'autrement, si c'est juste une chose qu'on fait à la maison comme ça n'a pas de valeur. Non, il faut qualifier. Absolument. Et ça a une grande valeur aussi pour les étudiants. Il ne faut pas se leurrer. Les étudiants sont tout à fait conscients qu'on leur propose une formation de qualité. Ils savent très bien ce qu'ils reçoivent. Et c'est aussi la condition de leur engagement. C'est de se rendre compte qu'ils sont certifiés en fin de formation, que c'est difficile et que c'est à cette condition qu'effectivement, ils peuvent trouver un emploi. Alors, vous avez soulevé un autre point qui est celui du coût. C'est vrai que ça coûte cher, le digital, et donc il faut le mutualiser. Ça coûte cher, mais plus il y a d'étudiants qui suivent un cours fait exprès, moi, ça coûte cher à la tête de pipe. Et donc, c'est là aussi où on pense que quand RH Excellence Afrique aura atteint sa vitesse de croisière, on pourra mutualiser l'achat ou la mise en place d'enseignements digitaux pour 3, 4, 5, 6 ou 8 instituts qui auront à peu près défini la même chose avec leurs partenaires entreprises. Donc ça, c'est une petite cerise sur le gâteau du programme. Voilà. Alors, je crois que les trois idées qui étaient « oui, il y a un problème », mais on voit bien qu'il y a des solutions et les idées foisonnent. Et troisièmement, il y a quand même un défi technologique parce que ce qu'a expliqué Didier et ce qu'a expliqué Valérie, c'est quand même un défi qu'il faut qu'on relève, hein, tous, collectivement. Donc oui, ça existe. Je crois qu'on a à peu près dressé un tableau de la situation. Alors, avant de passer la parole, si vous en êtes d'accord, parce que maintenant, je crois que c'est l'instant, à la salle pour dialoguer avec vous, est-ce que nos amis panélistes ont quelque chose à ajouter ou quelque chose qui vous a choqué? Vous avez 30 secondes chacun. Je commence dans l'ordre. Didier. 30 secondes. Non, rien ne m'a choqué, non. Je voulais simplement dire, la question du coût, vous savez, l'industrie, les services aujourd'hui autour de la téléphonie, c'est à peu près 40 milliards de dollars, dont à peu près 30 milliards pour les opérateurs, hein, et presque 15 milliards de revenus pour l'État en termes de fiscalité. Alors, qu'on ne me dise pas que l'éducation coûte trop cher et que les MOOC coûtent trop cher quand on voit que l'industrie génère autant de revenus. Donc, je crois que la question du coût, Étienne, si on prend vraiment nos responsabilités, ça sera marginal parce qu'aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent. Mais c'est quand même bien de la mutualiser. Ah bah oui, c'est ça l'intérêt. Voilà. En investissement, c'est peut-être coûteux, mais ensuite, vous déployez sur des milliers, sur des millions de gens. Donc, à l'arrivée, ça coûte beaucoup moins cher. C'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à la question du coût.
Brahim, vous voulez... Ah non, vous avez un micro. Là. Ah, d'accord. Très bien. Je pense que le digital est non seulement l'avenir, mais c'est une nécessité. En Afrique, si je prends l'exemple de l'Algérie, mon pays, un pays continent, puisqu'on est le plus grand pays d'Afrique, 2 500 000 km², et puis la ville la plus lointaine au sud, elle est plus proche d'Alger que Paris. Elle est plus loin d'Alger que Paris. Tamanrasset est à 2300 km, donc quasiment 3 heures de vol, et Paris est à 2 heures de vol. Et donc, il est quasiment impossible de couvrir le territoire par des centres de formation et faire que du présentiel. On peut très bien imaginer les gens qui sont à 2300 km avec le portable se former. Mais seulement, moi je dis, il faut faire quand même attention. Je ne pense pas que ce soit une solution miracle. Je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence et une espèce de dosage entre un présentiel et à distance, que les gens appellent du blended, serait peut-être une bonne solution. Deuxième remarque, et très vite, il est vrai qu'il faut s'occuper de ces milliers de jeunes sans qualification, mais moi je dis aussi, l'Afrique a besoin de l'élite. Donc les 12 millions sont très importants parce que c'est l'élite qui est l'effet d'entraînement pour un pays. Donc il faut faire le maximum pour l'élite. Oui, le digital, ça ne doit pas être une alternative, ça doit être un complément. Voilà. Pardon, Cécile, j'arrive après. Kofi. Merci Thierry, je voudrais profiter de ce micro pour remercier publiquement Mohamed Diakité qui a conduit la mission de certification de notre établissement et je crois qu'il a fait un travail... C'est le directeur de RH Excellence Afrique. Je crois qu'il a su mettre les enseignants en confiance, ils étaient réticents au départ, mais à l'arrivée, je crois qu'il a su les convaincre et je pense que le processus va s'étendre à toutes les écoles de l'Institut. Merci beaucoup et merci à tous les partenaires qui sont inspirés. Merci Kofi, parce que ça nous va droit au cœur, parce qu'on se donne un tout petit peu de mal quand même. Voilà. Cécile. Oui, je voulais également rebondir. On a tous évoqué la nécessité du lien entre l'école et l'entreprise et le fait que l'entreprise devait s'engager avec l'école pour adapter, faire progresser les programmes. Et justement, sur RH Excellence Afrique, je voulais partager mon expérience. Quand j'avais assisté à la réunion du CIAN qui présentait le projet, j'avais été plutôt enthousiaste. Et donc, à l'époque, vous cherchiez les référents dans les différents pays. Et on devait être implanté dans une vingtaine des pays qui avaient été cités. Donc, j'avais lancé une bouteille d'eau à la mer et j'avais envoyé un email à tous nos patrons dans les pays pour savoir s'ils étaient intéressés d'être référents. Je leur avais expliqué le programme. Et nos patrons de pays, c'est des patrons de PME surchargés, ils ont le management, le business, tout. Et je m'étais dit, bon, je vais envoyer, puis bon, après, je décrocherai mon téléphone, je les appellerai un à un pour leur expliquer pourquoi c'était essentiel et pourquoi ils allaient y aller. Et j'ai été très surprise parce qu'en fait, ils ont tous répondu favorablement. J'ai même eu un problème de succès, c'est que j'en ai parfois plusieurs dans un seul pays, donc il allait falloir que je gère les susceptibilités. Donc vraiment, il y a une conscience sur le terrain et une envie de s'investir qui est très forte. Donc bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer aux questions. Les personnes qui ont des questions, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter, c'est-à-dire vous donner votre nom et l'entreprise ou l'organisme dans lequel vous travaillez? On en prend 2 ou 3. Il ne s'agit pas de faire un exposé, on a déjà eu l'exposé, il s'agit de poser une question, s'il vous plaît. Et ensuite, les 2 ou 3, on va nos réponses... J'ai le micro. Alors, merci. Monsieur. Voilà, j'ai le micro. Si vous permettez, je suis Bachir Thiam, je suis attaché de presse journaliste. Juste besoin d'abord de faire un petit commentaire juste par rapport à la question que je vais poser. Et si tout ça n'était que carence politique des pays africains? Parce que vous êtes tous en train de décrire une situation que tout le monde connaît. Effectivement, il y a une sorte de décalage entre adéquation entre formation et marché, ça c'est clair. Et depuis 1960, on nous dit le même discours. Moi, sortant de l'université de Dakar, il y avait 4000 diplômés chômeurs en 84. 4000 diplômés chômeurs en économie. Aujourd'hui encore, on enseigne le latin au Sénégal. Le latin, s'il vous plaît. Le latin, on enseigne ça au Sénégal comme matière. En ce moment. Oui, je veux bien, mais pour quel débouché? Je veux dire, cette assemblée-là, aujourd'hui, on pouvait aussi avoir un politique ou des politiques pour nous dire demain ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire pour inverser cette tendance. Ma question est simple. Vous avez tous esquissé un bout de solution par rapport à la grosse problématique de ce qui nous attend ou de ce qui existe déjà. Mais est-ce que vous avez une démarche par rapport aux politiques dans vos pays respectifs
ou en Afrique de manière générale, comme le tente de faire l'AFD, je crois, ou les investisseurs français en Afrique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a cette démarche globale, ou en tout cas individuelle, vers les politiques pour essayer d'inverser la tendance? Sinon, ça va être aussi du clubisme de gens bien formés. Vous êtes bien formés. C'est comme si vous sortez d'autres systèmes qui ne sont pas les nôtres. Vous nous parlez comme si nous étions des inaptes, des inadaptés, et que vous étiez seuls qui avaient compris le problème, mais que vous n'arrivez pas à résoudre. Parce que vous tous, vous pointez le problème, vous donnez un bout de solution, et vous n'êtes pas comme nous. Et ceux qui sont comme nous encore, qu'on continue à former, ne seront jamais adaptés. Parce que Didier disait tout à l'heure que sur les 12 millions, je permets de le dire parce que je connais bien, il y a 120 millions qui sont en perdition totale et qu'on ne comptabilise pas. C'est ça ma question. Merci. On va vous répondre. Deuxième question là, monsieur. Merci bien. J'ai deux questions. La première question est la suivante. Au moment où on parle de l'Afrique, avec sa croissance et aussi avec l'émergence que nous sommes en train de compter avec tout l'espoir de tout le monde, j'ai constaté que finalement, il n'y a aucune chaire dans les universités en France et dans les autres pays pour acter la problématique des investissements et la problématique du marché. Alors, on est en face aujourd'hui d'un bon panel. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse pour quand même créer au sein des universités une chaire dédiée en Afrique pour toutes ces problématiques économiques, investissement, problématique du marché, enfin, tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'on y pense parce que l'Afrique, comme on le dit aujourd'hui, ça sera peut-être demain le marché unique. Aujourd'hui, c'est le marché du siècle. On a encore du chemin à faire. Donc, c'est une proposition. Monsieur Didier, écoutez, vous êtes très, très actif sur l'Afrique. Aidez-nous à faire passer cette possibilité, puisque Quelle est vous votre faites deuxième parfois question? des... La deuxième question. La deuxième question. Alors, deuxième question. On constate aussi que l'Afrique n'investisse pas beaucoup sur les cerveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse trouver une solution? Est-ce que vous pouvez nous aider avec des propositions concrètes pour que les universités ne forment plus pour former? On peut imaginer une relation avec les patronats. Monsieur Didier, encore vous, pour l'emploi. Comment imaginer pour faire une formation qui accède à l'emploi? L'Afrique forme des techniciens, des cadres qui ne travaillent pas. On peut imaginer une stratégie pour que le patronat offre la possibilité, une ligne directive de l'année. Nous avons besoin de tel cadre, dans telle compétence pour avancer. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, comme les questions ont été longues, on va y répondre tout de suite. Cher monsieur, juste, moi, je donne mon point de vue sur l'affaire politique. Est-ce qu'il faut parler aux politiques et essayer d'évangéliser les politiques? En tout cas, pour RH Excellence Afrique, la réponse est assez clairement non. On n'a pas besoin de politique, c'est quelque chose de participatif entre les établissements existants et les entreprises. Simplement, on a besoin de la neutralité des politiques. Si les politiques ne nous mettent pas les bâtons dans les roues, on sera très content. Maintenant, s'il y a d'autres réponses, Nicolas. Pour compléter ce que tu viens de dire, Étienne, merci pour votre question. Effectivement, à Sciences Po, nous, on forme notamment des hommes et des femmes politiques, avec plus ou moins de succès. Je parle d'eux, je ne parle pas de Sciences Po. Mais on les forme tous, globalement. Mais pour revenir à ceux qui sont en fonction en Afrique, quand je parlais des programmes sur mesure, c'est majoritairement des hauts fonctionnaires, des diplomates, ceux qui sont aux manettes des politiques, de l'action publique, et non pas en Afrique, de l'action publique au Sénégal, en Centrafrique, à Maurice. Ils viennent nous voir non pas pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais pour apprendre de nos échecs. Donc peut-être vous allez bientôt supprimer le latin comme ça a été fait en France. Donc c'est un peu un clin d'œil de l'histoire. Ils viennent donc apprendre, certes, des quelques succès français, européens. Ils viennent aussi apprendre de nos échecs. Ils viennent aussi pour être accompagnés dans une démarche qui est au-delà de la formation. Ils ne viennent pas s'éduquer à la modernisation de l'action publique. Ils viennent pour qu'on les accompagne dans leur modernisation. Et effectivement, il y a encore beaucoup de travail. Quelqu'un d'autre veut répondre? Didier, tu as été très très largement mis en cause. Oh non, enfin, pas mis en cause, accompagné. Non, en fait, à la question de notre ami, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, ces dernières années, l'Afrique a investi plus de 50 milliards de dollars dans les infrastructures. Et il paraît qu'il faudrait passer à 100. Et je me dis, imaginons que dans ces 50 milliards, systématiquement, on dise,
pour chaque milliard investi dans tel type de projet, il faut y associer tant de PME locales qui sont dans tel type de métier auxquels on associe des centres de formation qui forment des jeunes qui participent à ces projets dans le cadre des contrats que les PME proposeraient. Ça permettrait, à mon avis, de relier parfaitement les investissements aujourd'hui en infra qui ont besoin de techniciens, parce que vraiment, bien sûr, il y a des chefs de projet, des gens qui conçoivent avec ça, mais il y a des milliers de techniciens qui peuvent rentrer dans le cadre de ces 50 milliards de dollars avec les centres de formation ad hoc et les PME locales qui, in fine, sont celles qui donnent l'emploi. Parce que CFAO, Sogea, Satom donnent des emplois, mais 90% du secteur privé, ce sont les PME locales. Et tu es bien placé pour le savoir. Et justement, comment on s'organise pour faire cette interaction entre gros investissements, PME locales et centres de formation ou nouvelles filières avec ces PME. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Vous allez y répondre au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez poser les questions? Franchement, pas de débat, pas d'exposé. 20 secondes et après on passe. Là, ensuite j'ai promis à monsieur et il y a une dame là et madame aussi. Non, j'ai promis à madame. Bonjour, alors je vais être très court. J'aurais 2 questions à vous poser. Donc moi je suis consultant et en même temps je suis aussi enseignant en marketing. Alors la première question c'est quelles sont les pistes de réflexion que vous avez, parce que madame de Sogea Satom, excusez-moi j'ai oublié votre nom, a soulevé une problématique concernant la question des jeunes diplômés. Aujourd'hui on se rend compte que sur les 10 millions, enfin les 10 et 12 millions, M. Akwete a donné quelques chiffres, d'Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi, il y a un problème qui se pose, c'est que les entreprises, dans ce que j'ai vu de mon expérience personnelle, se focalisent beaucoup plus sur les profils expérimentés, donc vont faire appel à des compétences étrangères, donc expatriées. Et par la suite, quelle est la question? Voilà, la question, qu'est-ce que vous faites pour pallier ça et quelle est globalement la piste de réflexion que vous avez, notamment en ce qui concerne le contrat de confiance entre les entreprises et les écoles, pour qu'il y ait une sorte d'adéquation entre les demandes des entreprises une fois que les étudiants arrivent sur le marché de l'emploi. Voilà. Attends. On avait dit monsieur, oui. Et après madame. Après, on arrête pour cette série-là. Brièvement, s'il vous plaît. Je suis monsieur Bedjo, je suis le maire d'Abidjan Plateau. Je suis le président de la Société ivoirienne de raffinage, la première entreprise de Côte d'Ivoire. J'ai une fondation aussi pour l'excellence. Je me rends compte que depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu parler de leadership. Les problèmes que j'ai rencontrés en entreprise, dans une mairie, et même dans la vie de tous les jours, c'est des gens capables de prendre un projet, le mener jusqu'au bout, parce qu'ils ont un leadership suffisant pour entraîner des équipes. Tout à l'heure, on a félicité Kofi, qui a mené une démarche qui a à la certification. Mais est-ce que s'il y avait beaucoup de Kofi, on ne réglerait pas les problèmes un peu plus bas? En Afrique, généralement, dans une famille, lorsqu'il y en a un qui réussit et qui est bon, il tire tout le reste. Est-ce que le problème de leadership n'est pas un problème qui est occulté au profit de tout ce qui est en bas? Merci, monsieur le maire. J'ai promis la parole à madame. Ici, en rouge. Là, ici, avec un collier vert. Le tour d'après, là-haut. Le tour d'après, on va faire une réponse rapide. Je l'oublierai pas. Voilà, bonjour, Delphine Dana, Géo Consulting. Donc, nous travaillons beaucoup sur l'Afrique. Et en fait, moi, je voulais savoir si vous intégrez dans le programme d'excellence l'agriculture et l'artisanat, puisque en fait, c'est quand même un des fondements majeurs pour pouvoir aussi être entraîné par un leadership et pour pouvoir activer des leviers économiques fiables, parce qu'on se rend compte que c'est assez difficile d'avoir un savoir-faire maîtrisé. Merci de cette question. Donc, je réponds tout de suite parce que c'est très simple. La réponse est oui. Voilà. Juste, voilà, je pense que si je peux essayer de répondre à votre questionnement, à votre interrogation sur que font les entreprises. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent, j'essaye de résumer, elles ne les prennent pas tous, elles ont tendance à se tourner vers les gens expérimentés. Et du coup, des jeunes diplômés restent un peu sur le carreau.
Ça, c'est la vie de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a un dosage. On ne peut pas accueillir non plus tous les jeunes diplômés. Et c'est peut-être, en effet, notre souci à nous, c'est qu'à un moment donné, il nous manque une strate et qu'on n'a peut-être pas œuvré assez pour accueillir régulièrement des jeunes. Et oui, aujourd'hui, on se trouve confronté, je l'ai évoqué dans mon intervention, des jeunes, il y en a. Il faut qu'on en prenne. C'est un investissement. On se doit de prendre des jeunes. Et on a des chantiers, il faut les sortir aussi. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à aller chercher des gens expérimentés, confirmés, pour tout de suite être dans l'action et remplir nos obligations. Et on a cette strate qui peut nous manquer, parce qu'on n'a peut-être pas toujours été dans cette logique de ressources humaines. Donc il faut maintenant rattraper le schéma. Merci Sylvie. Voilà. Cécile, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, effectivement, les jeunes diplômés, c'est un point majeur. Sur les 500 collaborateurs qu'on avait recrutés pour Pless, il y avait 20% qui étaient des jeunes diplômés, donc qui n'avaient aucune expérience. On a besoin en fait de potentiel et de ressources sur tous les niveaux, que ce soit des jeunes diplômés et des expérimentés. Et je voulais aussi peut-être quand même, il y a une sorte de fantasme, je trouve, autour des expatriés. Donc pour le cas CFAO, on est 13 000 collaborateurs. Il n'y a que simplement 300 expatriés dans le groupe, donc c'est un tout petit nombre à l'échelle de la taille de nos effectifs. Et sur ces 300 expatriés, alors dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle les Sud-Sud. Donc il y a 25% de nos expatriés qui viennent d'un pays d'Afrique et qui sont envoyés dans un autre pays. Donc on a bien évidemment la volonté de promouvoir, de faire de la mobilité internationale pour des talents africains. Après, voilà, on a ces chiffres-là aujourd'hui, on peut bien sûr beaucoup mieux faire. Et le leadership est un point majeur. Et c'est aussi essentiel de former nos cadres, qu'ils soient africains ou français, au leadership, au management, pour faire grandir les équipes dont ils ont la responsabilité. Merci Cécile. On prend une ou deux dernières questions, après ce sera fini irrémédiablement. Madame, vous avez patienté. Je m'appelle Madame Diaw Fatou, je suis la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires africaines. Plus près. Beaucoup d'intervenants ont parlé de formation adaptée au marché de l'emploi. Moi, à l'heure du réveil économique des jeunes, je voudrais poser la question de savoir, peut-on avoir des formations axées sur la promotion de l'employabilité des jeunes? Nous avons besoin d'un rajout. Le rajout, c'est la formation sur l'esprit d'entreprise. Parce qu'il y a une prolifération d'écoles de formation en Afrique, mais il y a aussi un grand nombre de jeunes diplômés chômeurs, une multiplication de jeunes diplômés chômeurs. Est-ce que je peux vous demander votre question, s'ils avaient une esprit d'entreprise, ils auraient créé leur propre entreprise dans tel ou secteur d'activité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon. Ah, oui, monsieur a demandé, oui, pardon. Oui. La dernière, excusez-moi, on ne peut pas tout prendre, il y en a au moins 7 ou 8 encore. C'est un monsieur qui va faire vite. Oui, bonjour. Naoufel Ziadi, Tunisien de la Tunisie, diplomate. Moi, c'est la dernière question, ça tombe bien. Je veux poser une question d'une extrême importance à mon sens. Effectivement, ce n'est pas les projets, ce n'est pas la coopération, ce n'est pas les forums, ce n'est pas les conférences qui manquent. Il y a énormément d'initiatives, mais pour engager une dynamique nouvelle d'investissement, de coproduction, de coopération, il faut rétablir de la confiance. Il faut rétablir de la confiance parce que si les projets d'investissement, c'est vers les citoyens. La question, elle est simple. Quid de vos projets en tant qu'institutions pour rétablir de la confiance? Quid de la coopération culturelle? Quid des questions brûlantes actuellement, des crises, des guerres en Libye, partout, dans plusieurs lieux en Afrique? Les citoyens africains et les citoyens français, les hommes d'affaires, les investisseurs, les institutions ont besoin de poser. Merci. Il y a une crise de confiance. Qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir cette confiance? Et sans confiance, il n'y aura pas d'investissement productif et positif pour l'avenir des citoyens tunisiens et africains. Merci de cette question qui attribue beaucoup de qualité et beaucoup plus de pouvoir que ce panel n'en a. Brahim. Écoutez, en conclusion, de mon point de vue, le maître mot lorsqu'il s'agit de développement de compétences, c'est le dialogue.
le dialogue à la fois entre les États qui font beaucoup d'efforts en matière d'éducation et les représentants du monde de l'entreprise pour dire nous sommes partie prenante, nous devons discuter avec vous sur définir les politiques d'apprentissage national. Un pays comme l'Algérie qui consacre 3% de son PIB, et le PIB de l'Algérie c'est 170 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent en termes de dépenses d'éducation, et c'est après tout l'argent de la collectivité. Nous faisons partie de cette collectivité, donc nous sommes responsables pour définir ces politiques d'apprentissage. Dialogue également entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Je pense qu'il faut de véritables passerelles entre ce que les entreprises veulent et ce que ce système d'apprentissage forme, c'est la clé, j'allais dire, de réussite de tout système de formation de compétences. Merci Brahim. Sur la confiance, évidemment, je ne peux que être d'accord avec vous. Évidemment, il faut la confiance. Sans la confiance, il n'y a pas. Et nous passons notre temps à la réclamer. Ça veut dire un état d'esprit en faveur des entreprises, du doing business, un climat des affaires, une stabilité du gouvernement et des règles, etc. Donc il faut beaucoup de choses. Et donc, vous avez raison, je suis d'accord. Et pour répondre à Madame, je voudrais vous signaler, Madame, que nous avons développé effectivement un programme de formation à l'entrepreneuriat, parce que le sujet est aussi réel en France. Donc, un programme existe, on l'a développé en partenariat avec Pôle emploi, et bien évidemment, il forme aux fondamentaux, aux rudiments de ce qu'est la création d'une entreprise. Donc, vous avez déjà un programme disponible en numérique, et venez nous voir, on pourra vous le présenter. Non, juste pour... Vous avez raison, madame. Et en fait, une école comme l'ISM à Dakar aujourd'hui, les jeunes qui y sont, ils préparent plus de rapports de fin d'année. On leur demande de créer une entreprise pendant l'année. Et en fait, leur diplôme est basé sur le fait qu'ils aient créé une entreprise. Et il y en a beaucoup qui gardent l'entreprise du coup après l'école. Mais la condition, c'est qu'il y ait aussi des centres d'incubation. Parce qu'on ne naît pas entrepreneur. On peut apprendre l'entrepreneurship, mais il faut l'accompagnement et c'est ce qui manque le plus. Donc plus on aura d'incubateurs et puis les business schools qui incitent les jeunes à créer, ça peut répondre peut-être à votre préoccupation. Tu as le mot de la fin oui, avant moi, que la conclusion vienne. Je pense que un mot, percute. Je pense à un seul mot. Il faut que les Africains soient plus audacieux. Ils savent beaucoup de choses, mais il nous manque l'audace. Très bien, mais merci Kofi. Alors Dominique, tu as une tâche facile ou difficile, je ne sais pas. Je te passe la parole pour tirer les principales conclusions que tu as retenues. Merci Étienne. Je vais être extrêmement rapide parce que il n'est pas surprenant de constater que tout simplement les différentes interventions des uns et des autres sont éminemment convergentes. Ce qui est important de noter, et ça c'est quand même une information pour les uns et pour les autres que vous n'avez peut-être pas, c'est que les conclusions, l'essentiel de ces échanges va être transmis à la Fondation Africa France en vue du sommet Afrique-France de Bamako en janvier prochain. Et donc, il y aura une suite à ce débat et à ces échanges. Tout est convergent et en fait, les grands principes sont posés. La formation professionnelle, non pas de demain mais d'aujourd'hui, elle doit être digitale. Après, c'est une question de curseur. Où pose-t-on le curseur entre le digital et le présentiel? Elle doit être collaborative. Collaborative, ça veut dire avec ce dialogue maintes fois évoqué tout au long de cette séquence entre les acteurs de la formation et les entreprises, que ce soit pour l'élaboration des contenus, que ce soit pour la mise en place de stages, que ce soit pour la gouvernance même des centres de formation. Donc digitale, collaborative et ciblée. Ciblée parce que c'est ce ciblage sur des filières qui sont des filières qui recrutent et non pas des filières qui, quelle que soit la qualité de la formation, ne produisent que des chômeurs. Cette formation, elle doit être ciblée, labellisée, qualifiée pour permettre justement d'optimiser les critères d'employabilité. Donc en fait, les principes de la formation professionnelle d'aujourd'hui, ils sont posés très clairement dans ces trois dimensions, digitale, collaborative et ciblée. Avec les préalables que vous avez évoqués, et la question du leadership, je rebondis là-dessus, n'a pas été omise. Très clairement, quand on recrute des jeunes sur la base de leur potentiel, de leur engagement et de leur volonté, c'est déjà travailler sur la question du leadership. Je m'arrêterai sur deux, trois choses. La première, c'est qu'il est important
qu'il y ait, comme nous l'avons fait cet après-midi, des lieux d'échange, des lieux de débat, des lieux de coproduction autour de cette thématique. Et ça, c'est peut-être un point qu'il faudra particulièrement mettre en avant dans le cadre du sommet de Bamako. La deuxième chose, c'est qu'avec ces lieux de coproduction, avec ces lieux de production en commun, il y a aussi la nécessité beaucoup plus de travailler sur le benchmark et sur le partage de ce qui marche. Il y a des choses qui marchent en Maroc, de fédération professionnelle de l'automobile à fédération de l'automobile, de fédération de l'aéronautique à fédération de l'aéronautique, JIMAS, JIFAS. Il y a des choses qui marchent en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui marchent partout dans le continent. Il faut donc qu'il y ait des exercices de benchmark et de promotion bien plus importants. C'est, je crois, la deuxième chose est importante sur laquelle il est important d'insister et qu'il faudra mettre en avant à Bamako. Enfin, il y a des expériences telles que RH Excellence Afrique lancée par le CIAN, telles que, je pense à ce que nous avons ici en France, la Semaine de l'Industrie, qui est justement une période de l'année ciblée et qui favorise sous maints aspects le dialogue entre entreprises industrielles et centres de formation et jeunes. Il y a ce genre d'initiative également qui peut être reprise, diffusée. Ça fera partie, je pense, de ces axes à mettre en avant à Bamako. Merci beaucoup, merci Étienne. Merci Dominique. Pour conclure, avant de remercier nos panélistes, j'ai un vœu à formuler simplement, c'est que vous quittiez cette pièce en étant convaincus que cette histoire de formation est importante et qu'elle est participative et collective, que ça n'est pas une partie de la société qui doit la résoudre, c'est tous ensemble, y compris les entreprises, sans critique. Et deuxièmement, que l'Afrique est devant un gap technologique dans ce domaine-là, qui l'attend et qui n'est pas derrière elle. Merci de votre attention et surtout, merci aux panélistes. L'ami, vous avez été absolument splendide. Grâce au modérateur. Gidelam yo yo min mi dem gido hayo gidelam yo yo min mi dem gido